La tempête de neige hurlait au dehors, mais la chose la plus glaciale à l'école primaire de Valvert n'était pas la neige. C'était l'enseignante qui riait à l'intérieur d'une salle de classe chaude, tandis qu'un garçon de 6 ans mourait de froid à moins d'un mètre de là, serrant contre lui une étoile en papier détrempé qu'il avait fabriquée pour elle. Elle lui avait dit que s'il bougeait, son père irait en prison. Elle pensait que la peur le maintiendrait silencieux pour toujours. Elle avait tort, car un véhicule de gendarmerie fonçait à travers la tempête, transportant un père et un berger allemand sur le point de rendre une justice si féroce qu'elle secourait la ville entière. Ce qui s'est passé lorsque cette porte s'est finalement ouverte vous brisera le cœur, puis le reconstruira, plus fort qu'avant. Avant de commencer, dites-moi d'où vous nous regardez. Laissez votre pays dans les commentaires ci-dessous. Et si vous croyez que Dieu envoie des anges, parfois avec des insignes et de la fourrure, pour protéger les innocents, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cette histoire prouve que même dans l'hiver le plus froid, l'amour brûle avec le plus d'éclat. Le ciel au-dessus de Valvert ne s'était pas assombri progressivement comme il le faisait habituellement les après-midi d'hiver. Au lieu de cela, il semblait avoir été entièrement avalé par un plafond gris ardoise contusionné qui s'abaissait à une vitesse terrifiante. Le météorologue avait annoncé un gel instantané, un terme qui sonnait comme le titre d'un mauvais film jusqu'à ce que la température se mette réellement à chuter. En l'espace de 20 minutes, la neige fondue et humide dans les rues de cette petite ville française s'était transformée en ornière de glace déchiquetée, et l'air était devenu si vif qu'on avait l'impression d'inhaler du verre brisé. Les guirlandes lumineuses de Noël suspendues le long de la grande rue de Valvert clignotèrent et s'éteignirent, incapables de résister à l'assaut soudain du vent qui hurlait entre les bâtiments en briques, transformant l'atmosphère festive en quelque chose de fantomatique et de désolé. Lucas était assis à l'intérieur de son véhicule de gendarmerie, le moteur tournant difficilement contre le froid. Il avait 32 ans, mais les ombres sous ses yeux et la tension dans sa mâchoire le faisaient paraître plus vieux. Il avait la carrure de quelqu'un qui avait été athlétique, mais qui n'était plus qu'épuisé, de larges épaules légèrement affaissées, des cheveux bruns coupés courts pour être pratique, et son visage portait la barbe de 3 jours permanente d'un père célibataire qui avait rarement le temps de s'occuper de lui. « Centrale, ici unité 4 Alpha », dit Lucas dans la radio, la voix tendue. Les conditions se détériorent rapidement sur le secteur nord. La visibilité est presque nulle. Un grésillement lui répondit, suivi d'une voix brouillée qui fut avalée par les interférences électroniques de la tempête. Sur la banquette arrière, séparée par une grille métallique, se trouvait Duc. C'était un berger allemand de 5 ans, un animal massif au pelage noir et feu qui ressemblait à du velours sur de l'acier. Duc était habituellement l'image même de la discipline, les oreilles dressées et les yeux ambrés scrutant le monde avec un détachement calme et professionnel. Mais aujourd'hui, Duc était agité. Il faisait les 100 pas dans l'espace confiné de la banquette arrière, ses griffes cliquant rythmiquement contre le sol en plastique dur, laissant échapper un gémissement bas et vibrant que Lucas pouvait sentir dans sa propre poitrine. Lucas se frotta le visage avec une main gantée, le cuir craquant dans le silence de l'habitacle. Il regarda l'horloge du tableau de bord. Il n'était que 14 heures, mais on aurait dit minuit dehors. Les essuie-glaces battaient violemment contre le pare-brise, menant une bataille perdue d'avance contre la neige qui tombait maintenant à l'horizontale. Son téléphone était posé dans le porte-gobelet. Il le prit pour la 10e fois en 10 minutes et composa le numéro de l'école primaire de Valvert. Silence. Puis le bip d'une ligne occupée, puis plus rien. Les antennes relais devaient être en train de givrer ou étaient surchargées. « Allez », murmura Lucas, son pouce planant au-dessus du bouton de rappel. Décroché. Il avait besoin d'entendre la voix de Léo. Il avait besoin de savoir que le système de chauffage de l'école tenait bon face à ce caprice de la nature. Léo était son fils, un garçon de 6 ans aux cheveux bruns en désordre et aux yeux trop grands pour son visage. Il était petit pour son âge, fragile d'une manière qui terrifiait Lucas, possédant une âme calme et sensible qui semblait mal équipée pour un monde dur. Depuis le décès de sa mère 2 ans plus tôt, Léo était devenu tout l'univers de Lucas, l'axe fragile autour duquel sa vie tournait. L'anxiété dans le ventre de Lucas n'était pas seulement due à la tempête. Elle était ancrée dans le souvenir de ce matin, un souvenir qui tournait en boucle dans son esprit depuis 6 heures. Le flashback le frappa avec la force d'un coup physique. L'appartement HLM avait été froid ce matin-là, un 3 pièces plein de courant d'air que Lucas pouvait à peine se permettre avec un salaire de gendarme. Une odeur de pain grillé brûlé flottait dans l'air. Les talents culinaires de Lucas étaient encore en cours de développement. « Léo, dépêche-toi, mon grand. On va être en retard », avait crié Lucas, en vérifiant sa montre.
Léo était sorti de sa chambre, mais il ne portait pas le pull rouge festif que Lucas avait préparé pour la fête de Noël de la classe. À la place, il portait un sweat à capuche gris délavé trop grand qui avait appartenu à un cousin. Il engloutissait sa petite silhouette, la capuche rabattue sur sa tête. « Léo ?» Lucas s'agenouilla, essayant de croiser le regard de son fils. « C'est le jour de la fête. Tu ne veux pas être beau ? Madame Lebrun a dit que tout le monde se mettrait sur son 31. » Léo regarda le sol, ses petites mains agrippant les manches du sweat, les tirant vers le bas jusqu'à ce que ses doigts soient complètement cachés. « Non, marmonna-t-il. J'aime celui-là. Il a des trous au poignet, Léo. Allez, laisse-moi t'aider à te changer. » Lucas tendit la main, son geste visant à remonter doucement la manche du sweat. La réaction avait été instantanée et surprenante. Léo tressaillit violemment, retirant son bras comme si la main de Lucas était en feu. Il recula d'un pas, ses yeux écarquillés par une panique soudaine et aiguë. « Je peux le faire !» cria Léo, la voix brisée. « Ne me touche pas. J'ai froid. » Lucas s'était figé, ses mains toujours suspendues en l'air. Il sentit une pointe de rejet, suivie immédiatement par une vague de culpabilité écrasante. Il regarda le sweat délavé, les baskets usées que portait Léo. Il a honte, avait pensé Lucas, le cœur brisé. Il a honte que je n'ai pas pu lui acheter le costume d'elfe que les autres enfants ont. Il a honte que ses vêtements soient de seconde main. Il ne veut pas que je le voie parce qu'il pense qu'il me déçoit. D'accord, avait dit doucement Lucas, en baissant la main. D'accord, Léo, tu peux garder le sweat. Je suis désolé, mon grand. Je prendrai une garde supplémentaire la semaine prochaine. On t'achètera de nouvelles affaires pour la nouvelle année. Je te le promets. Léo n'avait pas levé les yeux. Il avait simplement hoché la tête, gardant ses bras étroitement croisés sur sa poitrine, se serrant lui-même. Il paraissait si petit, si incroyablement seul, debout dans le couloir. Lucas l'avait déposé au portail de l'école, regardant Léo entrer dans le bâtiment la tête basse, se fondant dans la foule d'enfants heureux et vêtus de couleurs vives comme une ombre. De retour dans le véhicule de gendarmerie, le souvenir fit serrer le volant à Lucas jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il se sentait comme un raté. Il protégeait la ville, mais il ne pouvait pas protéger son fils de la froide réalité de la pauvreté. Il n'avait pas vu le tressaillement pour ce qu'il était, un mécanisme de défense. Il n'avait pas vu les manches longues pour ce qu'elles étaient, un camouflage. Il n'avait vu que sa propre inadéquation se reflétait dans le comportement de son fils. Un hurlement. Le son déchira la rêverie de Lucas. Ce n'était pas un aboiement normal. C'était un hurlement aigu et plaintif qui se transforma en un grognement guttural. Lucas tourna la tête brusquement. Duc, couché. Silence. Mais Duc ne se calma pas. Le chien était maintenant debout sur la banquette arrière, son corps rigide, son nez pressé contre la grille métallique. Il ne regardait pas Lucas. Il fixait la vitre arrière, son regard intensément fixé vers le nord, exactement là où se trouvait l'école primaire. Duc commença à griffer la grille, le métal crissant contre le métal. Ses poils étaient hérissés, une crête de fourrure dressée le long de sa colonne vertébrale. Il laissa échapper une série d'aboiements brefs et urgents qui étaient assourdissants dans le petit espace. « Duc, arrête ça !» ordonna Lucas, mais sa voix manquait de conviction. Il travaillait avec Duc depuis 3 ans. Il connaissait ce chien mieux que la plupart des gens. Duc ne paniquait pas pendant les tempêtes. Duc ne hurlait pas au tonnerre. C'était différent. C'était la réaction que Duc avait lorsqu'il sentait la peur ou le sang. La radio crépita de nouveau, une explosion de parasites qui ressemblait à un cri. Et puis la ligne devint complètement morte. Le voyant vert de l'émetteur-récepteur s'éteignit. Le réseau électrique était en train de lâcher. Lucas regarda le téléphone. Aucun signal. Il regarda les conditions de blizzard à l'extérieur. Le vent secouait le lourd véhicule, le faisant tanguer sur ses suspensions. Le monde disparaissait dans un vortex de glace. Et il regarda Duc. Le chien était frénétique maintenant, jetant son corps lourd contre la portière, essayant de sortir, ses yeux écarquillés et sauvages, fixés sur l'horizon invisible. « Tu le sens aussi, n'est-ce pas ?» murmura Lucas.
Une froideur qui n'avait rien à voir avec le temps s'installa dans la moelle de Lucas. C'était une terreur primitive et écœurante. La logique de sa formation lui disait de rester sur place, d'attendre les déneigeuses, de ne pas risquer le véhicule dans un gel instantané à visibilité nulle. Le protocole dictait qu'il devait s'abriter sur place et attendre que la radio revienne. Mais Lucas n'était plus seulement un gendarme. Il était un père qui se souvenait de la terreur dans les yeux de son fils ce matin-là. Il était un père qui venait de réaliser que le tressaillement n'avait rien à voir avec un souhait bon marché. Quelque chose ne va pas. La prise de conscience n'était pas une pensée. C'était une sensation physique, comme un crochet qui s'agrippait à son cœur et tirait. « Accroche-toi, Duc !» gronda Lucas. Il se pencha et actionna un interrupteur. Les gyrophares explosèrent, des stroboscopes rouges et bleus fendant la neige tourbillonnante comme des lasers. Il actionna la sirène, un hurlement court et strident pour dégager l'intersection, bien qu'il n'y eût personne dehors pour l'entendre. Lucas écrasa l'accélérateur. Les pneus du véhicule patinèrent sur le verglas, cherchant une adhérence avant de mordre. La voiture fit une violente embardée, l'arrière dérapant, mais Lucas contrebraqua avec une mémoire musculaire exercée. Ses yeux se plissèrent, son visage un masque de détermination sombre. Il ignora les limitations de vitesse. Il ignora les feux rouges qui étaient maintenant sombres et morts. Il fonça au cœur de la tempête, le moteur rugissant, les essuie-glaces s'agitant frénétiquement, et le chien sur la banquette arrière aboyant un rythme d'avertissement pur et sans mélange. Il venait chercher son fils, et que Dieu vienne en aide à quiconque se mettrait sur son chemin. Le véhicule de gendarmerie percuta une congère au bord du parking de l'école, le lourd véhicule frissonnant avant de s'immobiliser. Le monde extérieur n'était plus reconnaissable. C'était un vide blanc, un océan tourbillonnant de glace et de vent qui effaçait les points de repère et avalait le son. Lucas coupa la sirène, et l'absence soudaine du hurlement ne laissa que le rugissement de la tempête, un son semblable à un train de marchandises passant à quelques centimètres de sa tête. Lucas poussa de l'épaule contre la portière du conducteur. Elle gémit, gelée par le gel instantané, avant de s'ouvrir avec un bruit sec comme un coup de feu. Le vent envahit immédiatement l'habitacle, volant les dernières bribes de chaleur. « On y va, Duc !» cria Lucas par-dessus la bourrasque. Duc n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Le grand berger allemand se lança de la banquette arrière, ses pattes s'enfonçant profondément dans la neige fraîchement accumulée. La neige atteignait déjà le mollet et montait, s'accumulant contre la façade en briques de l'école primaire de Valvert comme des dunes de sable dans un désert. Lucas sortit en trébuchant, le froid le frappant non pas comme une température, mais comme une agression physique. Il lui brûlait la peau exposée et faisait larmoyer ses yeux, les larmes gelant instantanément sur ses cils. Il sortit sa lourde lampe de poche, le faisceau découpant un cône tourbillonnant et chaotique dans le blizzard. L'entrée principale était une forteresse. Les lourdes portes doubles étaient solidement verrouillées, une lumière rouge clignotant sur le clavier numérique. Lucas frappa sur le verre armé, le son sourd et étouffé par le vent. Il regarda à l'intérieur. Le couloir principal était sombre, éclairé uniquement par la faible lueur verte des panneaux de sortie de secours. Pas de courant dans le bloc administratif, marmonna Lucas, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Ils doivent être dans les salles de classe, sur le circuit du générateur. Il connaissait le plan de l'école. Les salles de maternelle et de première année se trouvaient dans l'allée, face à la cour de récréation. Si Léo était quelque part, c'était là. « Trouve-le, Duc. »« Trouve Léo !» cria Lucas, la voix rauque. Duc baissa la tête, son nez noir frémissant alors qu'il filtrait l'air. L'odeur était faible, enfouie sous l'odeur d'ozone de la tempête et le froid mordant. Mais le chien capta quelque chose. Il aboya une fois, un son bref et autoritaire, et partit en courant au coin du bâtiment. Lucas le suivit, pataugeant dans les congères. Chaque pas était une bataille. Ses bottes de gendarme, lourdes et robustes, semblaient être des poids de plomb. Le vent le poussait, essayant de le faire tomber, mais il s'y appuya, alimenté par une terreur qui grandissait à chaque seconde. Alors qu'il contournait le coin du bâtiment, l'atmosphère changea. Ce côté de l'école était légèrement abrité de l'assaut direct du vent du nord, créant une poche de tourbillon. Et là, brillant comme un phare dans ce cauchemar, il y avait une fenêtre. Elle était éclairée. Lucas s'arrêta, le souffle coupé. La fenêtre appartenait à la salle 1B, la classe de Léo.
Le générateur de secours de l'école vrombissait à proximité, un bourdonnement mécanique sourd qui alimentait le chauffage et l'éclairage essentiel des salles de classe. Lucas s'approcha, attiré par la lumière comme un papillon de nuit, jusqu'à ce qu'il se tienne à quelques mètres de la vitre. La scène à l'intérieur était si pittoresque, si agressivement normale que Lucas sentit une vague de nausée le submerger. C'était un univers différent. À l'intérieur, la tempête n'existait pas. La salle de classe était baignée d'une chaleur couleur de miel. Une guirlande de lumière scintillait autour du tableau blanc. Au centre de la pièce, une cheminée électrique, une fausse bûche, brillait d'un feu artificiel réconfortant. Et il y avait Madame Valérie Lebrun. C'était une femme d'une cinquantaine d'années qui portait son autorité comme une armure. Elle était grande et mince, avec des cheveux teints d'un noir corbeau sévère et artificiel, coiffée en un casque de boucles qui ne semblait jamais bouger. Elle portait un pull de Noël festif orné de sequins et, sur sa tête, un bonnet de Père Noël en peluche. Pour le monde extérieur, elle ressemblait à l'éducatrice dévouée par excellence. Elle souriait. C'était un sourire exercé et crispé qui n'atteignait pas ses yeux, petits et perçants derrière des lunettes sans monture. Elle se déplaçait entre les pupitres, tenant un grand panier en osier rempli de boîtes brillantes emballées dans du papier d'aluminium. Lucas regarda, paralysé par le surréalisme de la scène, tandis que Madame Lebrun tendait un cadeau à une petite fille aux couettes blondes. La fille frappa dans ses mains, son visage illuminé de joie. Les autres enfants riaient, leur bouche bougeant en synchronisation silencieuse avec une chanson que Lucas ne pouvait pas entendre à travers la vitre de la tempête. Ils buvaient du chocolat chaud dans des gobelets en carton, en sécurité, au chaud et heureux. Lucas balaya la pièce du regard, ses yeux frénétiques. Il compta les têtes. 19, 20, 21. Il devrait y en avoir 22. Il chercha les cheveux bruns en désordre. Il chercha le sweat à capuche gris trop grand. Il chercha le sourire timide qui essayait de se cacher derrière les livres. Léo n'était pas là. Lucas s'approcha de la fenêtre, levant le poing pour marteler la vitre, pour crier à la femme d'ouvrir la porte, pour lui demander où était son fils. Mais Duc ne s'arrêta pas à la fenêtre. Le chien laissa échapper un grognement bas et guttural qui vibra à travers les semelles des bottes de Lucas. Duc ignora la lumière chaude. Il ignora les enfants heureux. Il contourna complètement la fenêtre et se précipita vers un coin sombre et en retrait où le mur de briques de la salle de classe rencontrait la structure saillante du gymnase. C'était un angle mort. Du bureau de Madame Lebrun, du centre de la pièce, même de la fenêtre où se tenait Lucas, ce coin était invisible. C'était une bizarrerie architecturale, un endroit où les ombres se rassemblaient. Et c'était là que le vent allait mourir. La rafale de vent frappait le mur du gymnase et se repliait sur elle-même, créant un vortex de glace et de neige qui s'accumulait plus haut et plus profondément que n'importe où ailleurs dans la cour. Duc plongea dans ce vortex. Il commença à creuser, ses pattes avant brassant la neige, ses gémissements s'intensifiant en jappements frénétiques. Le faisceau de la lampe de poche de Lucas s'éloigna de la fenêtre, de la chaleur, et pénétra dans l'obscurité du coin. Le faisceau heurta quelque chose qui n'était pas de la neige. C'était une tache de tissu gris délavé. Non, murmura Lucas. Le mot tomba de sa bouche, brisé par le froid. Non, non, non. Il se jeta en avant, tombant à genoux dans la neige à côté de Duc. Là, coincé dans le coin, là où la brique rencontrait les fondations en béton, il y avait une petite forme recroquevillée. C'était Léo. Le garçon ne bougeait pas. Il était recroquevillé en une boule fétale si serrée qu'il paraissait incroyablement petit. Ses genoux relevaient jusqu'à son menton, sa tête baissée. Il ne portait pas de manteau. Il ne portait pas d'écharpe. Il ne portait que le fin t-shirt à manches longues qu'il avait porté sous le sweat ce matin-là. Le sweat à capuche gris, celui qu'il avait refusé d'enlever, avait disparu. La neige s'était accumulée sur ses jambes et son dos, poudrant ses cheveux comme du sucre glace. Il ressemblait à une statue abandonnée, un débris laissé par la tempête. Lucas tendit la main, ses mains tremblant si violemment qu'il faillit laisser tomber la lampe de poche. Il toucha l'épaule de Léo. C'était dur. Pas rigide comme une tension musculaire, mais dur comme de la viande congelée. Léo. La voix de Lucas n'était qu'un croassement brisé. Il n'y eut aucune réaction, aucun tressaillement, aucun mouvement. Lucas attrapa son fils et le tira du mur, le retournant. La lumière de la lampe de poche frappa le visage de Léo,
et Lucas sentit un cri monter dans sa poitrine, un cri trop grand pour être libéré. Les lèvres de Léo étaient d'un violet sombre et contusionné. Sa peau avait la couleur du marbre, pâle et cireuse. Des cristaux de glace s'accrochaient à ses cils, scellant ses yeux. Mais la chose la plus terrifiante était l'immobilité. Léo ne tremblait pas. Lucas connaissait les stades de l'hypothermie. Il savait que le corps combat le froid avec tout ce qu'il a, tremblant violemment pour générer de la chaleur. Lorsque les tremblements s'arrêtent, cela signifie que le corps a abandonné. Cela signifie que la température centrale a chuté si bas que les muscles n'ont plus l'énergie de se contracter. Cela signifie que l'arrêt a commencé. Léo. Léo, regarde-moi. Lucas arracha le gant de sa main et pressa sa paume chaude contre la joue de Léo. C'était comme toucher le capot de sa voiture après une nuit d'hiver. Duc était là, pressant son corps massif et chaud contre le flanc du garçon, léchant frénétiquement les mains gelées de Léo. Et puis Lucas le vit. Serré fermement dans les mains raides et immobiles de Léo, pressé contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier, il y avait un morceau de papier. Il était froissé et détrempé par la neige, mais la forme était reconnaissable. C'était une étoile. Elle était faite de vieux papier journal, découpé avec des ciseaux de sécurité et colorié inégalement avec un crayon de cire jaune. C'était une petite étoile déchiquetée, imparfaite, magnifique. Le genre qu'un enfant de 6 ans fabrique avec la langue qui sort en signe de concentration. Le genre qu'un enfant fabrique quand il n'a pas d'argent pour acheter un cadeau, mais qu'il veut offrir quelque chose de précieux à son enseignante. Léo la tenait comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré au monde. Il était assis à 1 mètre d'une fenêtre, à 1 mètre d'un feu, à 1 mètre de chocolat chaud et de rire. Il mourait de froid avec un cadeau entre les mains, regardant une fête à laquelle il n'était pas autorisé à participer. Lucas leva les yeux à travers la neige tourbillonnante. Il pouvait voir Madame Lebrun à travers la vitre. Elle rejetait la tête en arrière, riant de quelque chose qu'un élève avait dit. Elle prit une gorgée de son chocolat chaud, savourant la chaleur. Le contraste fit craquer quelque chose à l'intérieur de Lucas. La peur qui l'avait animé s'évapora, remplacée instantanément par une rage froide, blanche et brûlante, plus mortelle que la tempête. Il n'était plus seulement un gendarme. Il n'était plus seulement un père. Il était le témoin d'un crime si insensible qu'il défiait l'humanité. Il prit son fils dans ses bras, le petit corps raide et léger, et se leva. Le vent rugissait, mais Lucas ne le sentait plus. Tout ce qu'il sentait, c'était le poids de son fils gelé et le besoin brûlant d'abattre le mur entre le froid et la chaleur. Le vent hurlant dans la cour ressemblait à 1000 voix criardes. Mais le silence dans l'esprit de Lucas était assourdissant. C'était un silence froid et mort qui s'était abattu sur lui au moment où il avait touché la peau de Léo. Il se déplaçait avec la vitesse désespérée et saccadée d'un homme essayant de distancer la mort. Lucas déchira la fermeture éclair de sa lourde parka de service. Ses doigts étaient engourdis, des blocs de glace maladroits, mais l'adrénaline les força à travailler. Il arracha le manteau, le velcro se déchirant avec un bruit sec qui se perdit dans la tempête. Pendant une seconde, le blizzard frappa la poitrine de Lucas à travers sa chemise d'uniforme comme un marteau. Le froid fut instantané et brutal, aspirant la chaleur de son corps. Il ne le sentit pas. Il s'en fichait. Il enveloppa le lourd manteau doublé de Kevlar autour de Léo. Il emmaillota son fils, rabattant la capuche sur les lèvres bleues et les cils couverts de glace du garçon, enfouissant ce petit corps gelé profondément dans la chaleur de sa propre odeur et de sa chaleur corporelle. « Jetez » murmura Lucas dans la capuche, la voix brisée. « Papa est là. Reste avec moi, Léo. N'ose pas t'endormir. » Léo était un poids mort, sa tête ballottant contre la poitrine de Lucas, ses yeux scellés par le gel. L'étoile en papier était toujours écrasée dans son poing, coincée entre leurs corps maintenant. Lucas se leva, soulevant Léo sans effort. Le garçon semblait plus léger que l'air, fragile comme du verre filé. Duc était à ses côtés, pressé contre la porte vitrée de la salle de classe. Le berger allemand ne gémissait plus. Il était devenu complètement immobile. Ses poils, la crête de fourrure le long de sa colonne vertébrale, étaient entièrement hérissés, le faisant paraître 2 fois plus grand. Ses babines étaient retroussées dans un grognement silencieux, exposant des dents blanches qui brillaient dans le faisceau chaotique de la lampe de poche. Duc regardait droit vers Madame Lebrun. Lucas se tourna vers la porte. Il transféra le poids de Léo sur son bras gauche, libérant sa main droite.
Il la serra en un poing, se préparant à briser la vitre, à faire voler en éclats la barrière qui séparait son fils mourant de la chaleur. Il attrapa la poignée pour se préparer à donner un coup de pied. La poignée tourna. Lucas se figea. Le monde sembla basculer sur son axe. Il la tourna de nouveau. Le loquet cliqua doucement. Le mécanisme se désengagea sans résistance. La porte n'était pas verrouillée. Lucas fixa la poignée argentée, son esprit vacillant alors que l'horrible implication le frappait. La porte avait été déverrouillée tout ce temps. Léo n'avait pas été piégé par un peine dormant ou une clé. Il avait été piégé par la peur. Il était resté assis à 1 mètre du salut, mourant de froid. Mais il n'avait pas tourné la poignée. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit de ne pas le faire. La prise de conscience fut comme une fléchette empoisonnée dans son cerveau. Elle lui a dit de rester dehors. Et il avait tellement peur de lui désobéir. Tellement peur d'être méchant qu'il s'est laissé geler plutôt que d'ouvrir une porte non verrouillée. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était du conditionnement psychologique. C'était de la torture. La rage qui avait été un feu brûlant dans les entrailles de Lucas se transforma soudain en glace. Elle devint froide, calculatrice et absolue. C'était le genre de fureur qui ne crie pas. C'était le genre de fureur qui met fin à des mondes. « Duc », dit Lucas. C'était à peine un murmure. Au pied. Duc se mit en position à la jambe de Lucas, son corps rayonnant d'une tension mortelle. Lucas ne défonça pas la porte. Il n'entra pas en trombe comme un sauveur. Il tourna la poignée et poussa la porte lentement. L'effet fut instantané. La tempête, qui avait été tenue à distance par la vitre, trouva soudain une ouverture. Une rafale de vent transportant de la neige et de la glace hurla dans la salle de classe chaude et couleur de miel. Des papiers s'envolèrent du bureau le plus proche. La guirlande de lumière se balança violemment. À l'intérieur de la pièce, la musique de Noël, une joyeuse interprétation de Vive le vent, fut noyée par le rugissement du vent. L'atmosphère de la pièce se brisa. 21 têtes se tournèrent vers la porte latérale. Les rires moururent dans 21 gorges. Lucas franchit le seuil. Il était une figure terrifiante. Il était couvert de neige de la tête aux pieds, ressemblant à un yéti sculpté dans la glace. Il ne portait pas de manteau, juste sa chemise d'uniforme, qui était déjà trempée, révélant l'insigne de gendarme sur sa poitrine. Dans ses bras, il portait un paquet enveloppé dans une parka de police qui ressemblait à un sac mortuaire. Et à ses côtés, un loup noir et feu entra dans la pièce, ses griffes cliquant de manière menaçante sur le sol en linoléum. Madame Lebrun était en plein rire, la tête rejetée en arrière, une main posée sur l'épaule d'un garçon au premier rang. Elle se figea. Sa bouche resta ouverte, mais le son mourut. Ses yeux allèrent de la porte ouverte à Lucas, puis au paquet dans ses bras. Lucas referma la porte derrière lui d'un coup de talon. Tude. Le rugissement de la tempête fut coupé, remplacé par un silence si lourd qu'on aurait dit que la pression atmosphérique avait chuté. Le seul son qui restait était le doux bourdonnement du radiateur électrique et la respiration haletante du berger allemand. Lucas ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Il passa devant les rangées de pupitres. Il se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, ses lourdes bottes ne faisant aucun bruit sur le tapis sur le thème des fêtes. Les enfants reculèrent à son passage, les yeux écarquillés. Ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils savaient, avec le radar instinctif des enfants pour le danger, que le monstre était entré dans la pièce. Mais le monstre n'était pas l'homme. Le monstre était la raison pour laquelle l'homme était là. Il se dirigea droit vers la cheminée électrique dans le coin lecture. Il s'agenouilla, déposant doucement Léo sur le tapis juste devant la source de chaleur. « Ça va aller », murmura Lucas au paquet, sa voix contrastant vivement avec son visage. « Tu sens ça ? C'est de la chaleur. Inspire-la, Léo. » Il recula légèrement la capuche. Un halètement collectif parcourut la pièce. Plusieurs enfants se levèrent pour regarder. Parmi eux se trouvait une petite fille avec des lunettes et des couettes, Chloé, la déléguée de classe. Elle avait 7 ans, était brillante et observatrice. Elle regarda le visage bleu du garçon sur le tapis, puis le pupitre vide au fond de la rangée, et porta ses mains à sa bouche. « C'est Léo » murmura Chloé. Sa voix était fine et tremblante dans la pièce silencieuse.
Est-ce qu'il est mort? La question resta en suspens dans l'air comme une lame de guillotine. Madame Lebrun sortit de sa paralysie. Son visage devint d'un rouge foncé et tacheté. Elle ajusta ses lunettes, ses mains tremblant, et tenta de convoquer l'autorité qu'elle brandissait comme une arme. Gendarme, gendarme Cresten, balbutia-t-elle. Elle fit un pas en avant, puis s'arrêta lorsque Duc tourna la tête vers elle. Le chien n'aboya pas. Il se contenta de la regarder, ses yeux ambrés ne clignant pas, son corps enroulé. « Vous ne pouvez pas entrer comme ça, » dit Madame Lebrun, sa voix montant d'une octave, essayant de trouver son assurance. « C'est une fête privée. Vous dérangez les élèves. »« Et pourquoi avez-vous Léo ?» Il était censé être en punition. Il était censé réfléchir à son comportement. Lucas se leva. Il se tourna lentement pour lui faire face. Il mesurait 1,88 m. Sans son manteau, les muscles de ses bras et de sa poitrine étaient visibles à travers sa chemise, tendue et tremblant, non pas de froid, mais de l'effort de ne pas tendre la main pour l'étrangler. Il la regarda. Il ne cligna pas des yeux. Ses yeux étaient sombres, plats et complètement dénués d'humanité. C'était le regard vide d'un homme qui en avait trop vu, mêlé à la protection féroce d'un père qui avait failli tout perdre. Madame Lebrun recula d'un pas. Elle heurta son bureau. Le panier de cadeaux en osier vacilla et tomba, déversant des boîtes brillantes sur le sol. Réfléchir, répéta Lucas. Sa voix était douce. C'était le son des pneus écrasant du gravier. C'était calme, mais cela portait jusqu'à chaque coin de la pièce. Vous l'avez mis dehors, dit Lucas. Il fit un pas vers elle. Dans un gel instantané. Il y ne faisait pas si froid quand je l'ai envoyé dehors, couina Madame Lebrun. Elle regarda les enfants, cherchant du soutien, mais il fixait Lucas avec admiration et peur. Il était perturbateur. Il a apporté des déchets dans ma classe. Il a refusé de suivre les instructions. La porte, dit Lucas, faisant un autre pas. Le dos de Madame Lebrun heurta le tableau blanc. Quoi? La porte était déverrouillée. Eh bien, oui, bien sûr. La voix de Madame Lebrun devint stridente, défensive. Je ne suis pas un monstre. Je ne l'ai pas enfermé dehors. Il aurait pu entrer à tout moment. S'il avait froid, il aurait dû entrer. C'est son propre entêtement. Il est comme sa mère. Toujours à chercher l'attention. Toujours, grrr. Duc fit un pas en avant. Le son qui sortit de sa poitrine était profond, résonnant et terrifiant. Ce n'était pas un avertissement. C'était une promesse. Madame Lebrun hurla et se décala sur le côté, agrippant son pull à sequins. Lucas ne rappela pas le chien cette fois. Il se contenta de la regarder. Il n'est pas entré, dit Lucas, sa voix baissant encore plus, parce qu'il avait plus peur de vous que de mourir. La phrase tomba avec le poids du marteau d'un juge. Il est resté assis là, continua Lucas, pointant un doigt tremblant vers la fenêtre, à vous regarder boire du chocolat chaud, à vous regarder rire, et il a gelé. Il a cessé de trembler, Madame Lebrun. Savez-vous ce que cela signifie? Lucas se pencha, envahissant son espace personnel, la dominant de sa hauteur. Il sentait la neige, l'ozone et la fureur brute. Cela signifie que son corps a abandonné. Cela signifie que j'ai trouvé mon fils de 6 ans tenant une étoile en papier, attendant de mourir à 1 mètre de votre bureau. Madame Lebrun ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda Léo, allongé sans mouvement près du radiateur, puis de nouveau Lucas. La réalité de ce qu'elle avait fait, ou peut-être la réalité des conséquences auxquelles elle était maintenant confrontée, sembla enfin pénétrer son narcissisme. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Vous n'avez pas regardé, la corrigea Lucas. Il lui tourna le dos. Elle ne méritait plus son regard. Il s'agenouilla de nouveau à côté de Léo. Il retira sa chemise d'uniforme mouillée, ne restant qu'en maillot de corps blanc, et commença à frotter les bras de Léo, essayant de générer de la friction, essayant de ramener le sang à la surface. Duc, dit doucement Lucas. Garde. Duc bougea. Il n'alla pas vers Léo. Il se dirigea vers l'espace entre Lucas et Madame Lebrun. Il s'assit, faisant face à l'enseignante. Il était une statue de vigilance, un mur noir et feu qui disait « Ne bougez pas. Ne parlez pas.
ne respirait pas mal. La pièce était de nouveau silencieuse, mais l'air avait changé. Ce n'était plus le silence de la peur. C'était le silence du jugement. Et dans ce silence, un petit son se fit entendre. Une toux, faible, humide et rauque. Lucas se figea. Il baissa les yeux. Les paupières de Léo papillonnèrent. Une petite bouffée d'air s'échappa de ses lèvres bleues. Papa? Le mot était un fantôme. À peine une vibration dans l'air. Lucas laissa échapper un souffle qui ressemblait à un sanglot. Il serra Léo plus près, pressant son front contre la tempe froide du garçon. « Je suis là, mon grand », suffoqua Lucas. « Je suis juste là. » La chaleur de la cheminée électrique était une vague sèche et concentrée, mais pour Lucas, elle semblait insuffisante. Elle ne le serait jamais assez. Il était agenouillé sur le tapis de l'alphabet, sa grande silhouette penchée sur Léo, frottant les bras et les jambes de son fils avec une intensité rythmique et frénétique. « C'est bien, mon grand », murmura Lucas, la voix épaisse d'émotion. « Reste avec moi. Continue de respirer. » Léo était réveillé, mais il n'était pas tout à fait là. Ses yeux, habituellement vifs et curieux, étaient vitreux et sans concentration, parcourant la pièce comme s'ils suivaient des mouches invisibles. Le processus de réchauffement était douloureux. Lucas le savait par sa formation. À mesure que le sang recommençait à affluer vers les extrémités, il ressentirait une sensation de feu, comme 1000 aiguilles piquant la peau. Léo gémit, un son aigu et fin qui déchira le silence de la salle de classe. Il essaya de retirer ses mains de celles de Lucas. « Ça fait mal », chuchota Léo, ses dents claquant si fort que les mots étaient hachés en fragments. « Papa, ça brûle. »« Je sais, Léo. »« Je sais », apaisa Lucas, bien que son propre cœur se brisât. « Ça veut dire que tu te réchauffes. La douleur signifie que tu es vivant. » Duc, toujours assis en position de garde entre la cheminée et Madame Lebrun, laissa échapper un léger gémissement, ses oreilles s'orientant vers le garçon, mais il ne quitta pas l'enseignante des yeux. Madame Lebrun était toujours pressée contre le tableau blanc, agrippant son pull à sequins comme un bouclier. Elle était pâle, ses yeux allant de la porte au téléphone sur son bureau, calculant ses chances de l'atteindre avant que le chien loup ne l'intercepte. Lucas l'ignora. Il avait besoin d'une réponse. La question lui brûlait la poitrine depuis qu'il avait tourné cette poignée non verrouillée. Il se pencha près de Léo, écartant les cheveux mouillés et emmêlés du front du garçon. « Léo, » dit doucement Lucas, plongeant son regard dans celui de son fils. « Il faut que tu m'écoutes. C'est important. » Léo cligna des yeux, se concentrant sur le visage de son père. « La porte, » dit Lucas, gardant une voix stable. « La porte n'était pas verrouillée, Léo. Je l'ai ouverte tout de suite. Pourquoi n'es-tu pas rentré? Pourquoi es-tu resté dans la neige? » Les yeux de Léo s'écarquillèrent. La panique qui les traversa fut soudaine et absolue. Il essaya de s'asseoir, mais ses muscles étaient trop faibles, et il retomba contre la poitrine de Lucas. « Je ne pouvais pas, » haleta Léo. « Je ne pouvais pas franchir la ligne. » Lucas fronça les sourcils. « Quelle ligne? » Le seuil, chuchota Léo, répétant un mot qui était clairement trop grand, trop formel pour le vocabulaire d'un enfant de 6 ans. C'était un mot qu'on lui avait enseigné, qu'on lui avait inculqué. Madame Lebrun elle a dit que le cadre de la porte est la ligne, la loi. Lucas sentit un malaise glacial s'emparer de son estomac. Qu'est-ce qu'elle t'a dit qu'il se passerait si tu franchissais la ligne? Léo regarda au-delà de Lucas, ses yeux trouvant Madame Lebrun. Il se recroquevilla, enfouissant son visage dans l'épaule de Lucas. Elle a dit, la voix de Léo était étouffée, à peine audible, elle a dit que si je revenais avant d'être purifié, si j'enfreignais les règles, la police devrait venir. Lucas se figea. La police? Léo hocha la tête contre la poitrine de Lucas. Elle a dit que les mauvais garçons qui enfreignent les règles donnent une mauvaise image à leur papa. Elle a dit que si je franchissais cette porte, la police viendrait t'emmener en prison parce que je suis ta responsabilité, et que si je suis méchant, tu vas en prison. L'air quitta les poumons de Lucas. Ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était une frappe de précision. Madame Lebrun avait pris la seule chose que Léo aimait le plus, son père, et la seule chose que Léo comprenait du travail de son père, que la police attrape les méchants, et l'avait tordu pour en faire une cage.
Elle avait instrumentalisé l'amour de Léo pour le maintenir gelé dans une congère. Je voulais pas faire de toi un criminel, papa, sanglotait Léo maintenant, des larmes chaudes se mêlant à la neige fondante sur ses joues. Alors je devais rester dehors. Je devais attendre. Je ne voulais pas que tu ailles en prison, papa. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Lucas ferma les yeux. Une veine sur sa tempe pulsait violemment. Le niveau de manipulation requis pour faire croire à un enfant de 6 ans que sa propre survie incarcérerait son père était psychopathique. Alors que Léo sanglotait, sa prise sur l'objet en papier froissé dans sa main se desserra enfin. Ses doigts, rouges et enflés, se déroulèrent. L'étoile en papier tomba sur le tapis. C'était une chose triste et détrempée. Lucas pouvait voir maintenant qu'elle était faite de la section des petites annonces d'un journal local gratuit. Elle avait été coloriée avec un surligneur jaune, probablement le seul marqueur que Léo avait à la maison. Lucas tendit la main pour la ramasser, mais une petite main le devança. C'était Chloé, la petite fille aux couettes qui avait parlé plus tôt. Elle s'était approchée à pas de loup pendant que Lucas s'occupait de Léo, ignorant le sifflement de Madame Lebrun. « Assieds-toi, Chloé. » Chloé ramassa l'étoile. Elle la lissa sur sa paume avec une révérence habituellement réservée aux artefacts religieux. Elle regarda Lucas, ses yeux magnifiés par ses épaisses lunettes. « Il a fait ça pendant la récréation hier, » dit Chloé. Sa voix était petite mais claire. « Il n'est pas allé jouer. Il est resté à l'intérieur et l'a fabriqué. Il a utilisé les ciseaux de la boîte de bricolage. » Lucas regarda la fille. « Pour qui ? » « Pour elle, » dit Chloé, levant un doigt accusateur vers Madame Lebrun. Madame Lebrun tressaillit. « Chloé, ça suffit. Va à ta place tout de suite. » Chloé ne bougea pas. Elle regarda Madame Lebrun avec la terrifiante clarté morale d'un enfant qui a réalisé qu'un adulte est un méchant. « Il a essayé de la lui donner avant le début de la fête, » continua Chloé, se tournant vers Lucas. « Il a dit qu'il n'avait pas d'argent pour un cadeau acheté en magasin, mais il a fait une étoile pour le sapin. Il voulait la mettre au sommet. » Lucas regarda l'étoile dans la main de la fille, puis le sapin artificiel préilluminé et coûteux dans le coin, orné de boules de verre qui coûtaient probablement plus cher que son budget d'épicerie hebdomadaire. « Et que s'est-il passé ? » demanda Lucas, la voix tendue. « Elle a ri, » dit Chloé. Elle l'a prise avec 2 doigts, comme si c'était un mouchoir sale. Elle a dit à la classe que les ordures ne vont pas sur le sapin. Les ordures vont dehors. Puis elle l'a arraché du fil. Chloé baissa les yeux sur l'étoile détrempée. Elle a dit que Léo ruinait l'esthétique, qu'il était sale, et qu'il devait aller dehors jusqu'à ce qu'il apprenne à être propre. Lucas se leva lentement. Il se redressa de toute sa hauteur, dépliant ses membres avec une lenteur lourde et délibérée. La chemise d'uniforme humide collait à ses muscles. Il ne ressemblait plus à un agent de la paix. Il ressemblait à un bourreau. Il prit l'étoile de la main de Chloé. « Merci, Chloé, » dit-il. « Va te mettre près de Léo. Surveille-le pour moi. » Chloé hocha la tête et s'assit à côté de Léo, lui tapotant l'épaule. Lucas se tourna vers Madame Lebrun. Il marcha vers elle. Duc se leva et s'écarta, permettant à son maître de prendre la tête. Madame Lebrun tremblait maintenant. L'arrogance se fissurait, révélant la lâcheté en dessous. « Gendarme Cresten, vous devez comprendre, le garçon est-il est perturbé. Il a une imagination débordante. Je n'ai jamais dit ces choses sur la prison. Il a mal compris. » « Il a mal compris, » répéta Lucas. Il s'arrêta à 60 centimètres d'elle. Il leva l'étoile en papier détrempé. « A-t-il mal compris quand vous avez appelé ça une ordure ? A-t-il mal compris quand vous avez dit à un enfant de 6 ans que sauver sa propre vie coûterait sa liberté à son père ? » J'utilisais une métaphore, balbutia Madame Lebrun, la sueur perlant sur son front malgré le froid que Lucas avait laissé entrer dans la pièce. J'essayais de lui enseigner les conséquences, le devoir civique. J'ai simplement perdu la notion du temps. C'est une journée chargée. C'était une erreur. Une erreur, c'est oublier de noter un devoir, dit Lucas. Sa voix descendit dans un registre qui fit vibrer le plancher. Une erreur, c'est renverser du café. Enfermer un enfant dans un gel instantané n'est pas une erreur. C'est de la malveillance. Je n'ai pas verrouillé la porte.
hurla-t-elle, s'accrochant désespérément à ce seul détail technique. Non, dit Lucas. Vous avez fait pire. Vous avez verrouillé son esprit. Il se rapprocha, envahissant son espace personnel, la forçant à lever les yeux vers lui. Vous saviez qu'il m'idolâtre. Vous saviez qu'il veut être gendarme quand il sera grand. Et vous avez utilisé ça contre lui. Vous avez pris la chose la plus pure de sa vie, son amour pour son père, et vous l'avez transformé en une arme pour le blesser. Lucas posa l'étoile détrempée sur son bureau, juste au-dessus de son plan de cours méticuleusement organisé. Elle laissa une traînée humide et grise sur le papier. Vous avez dit que vous lui enseignez la discipline, demanda Lucas. Oui, il a besoin de structure. Vous n'enseignez pas la discipline, dit Lucas, ses yeux la transperçant. Vous commettiez un crime, plus précisément une mise en danger de la vie d'autrui, une séquestration et des violences volontaires. Madame Lebrun halta. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis une enseignante titulaire. Et moi, dit Lucas, sa voix résonnant d'un acier froid et dur, je suis un père qui vient de voir son fils mourir et revenir à la vie. Vous n'avez pas seulement blessé un élève, Madame Lebrun. Vous avez touché à la famille d'un gendarme, et je vous promets qu'avant que j'aie terminé, vous ne perdrez pas seulement votre poste, vous perdrez votre liberté. Il porta la main à sa ceinture. Madame Lebrun tressaillit, pensant qu'il allait prendre son arme. Lucas sortit sa radio. Elle était morte. Un grésillement inutile. Il la regarda, puis la regarda elle. Considérez-vous comme en état d'arrestation, dit Lucas. Si vous essayez de quitter cette pièce, Duc vous arrêtera. Et contrairement à mon fils, Duc ne se soucie pas de vos règles. Il se retourna vers Léo, laissant Madame Lebrun glisser le long du tableau blanc, haletant, piégée dans sa propre salle de classe par un loup et le poids de ses propres péchés. L'arrivée des secouristes fut un tourbillon de mouvements et de bruits qui semblait se produire à distance, même si Lucas était en plein milieu. La salle de classe, autrefois une chambre de tension silencieuse, fut soudainement inondée de personnel en uniforme. Lucas confia Léo aux secouristes, ses bras se sentant incroyablement vides au moment où le poids de son fils en fut retiré. Il regarda tandis qu'il plaçait le petit masque à oxygène sur le visage de Léo, le plastique s'embuant de respiration courte et rythmique. Duc, ordonna Lucas, la voix rauque. Reste. Surveille-la. Il pointa un doigt vers Madame Lebrun. L'enseignante était actuellement assise sur une chaise, gardée par un jeune gendarme qui venait d'arriver. Mais elle regardait Duc avec des yeux terrifiés. Le berger allemand n'avait pas bougé. Il était assis comme une gargouille, son regard fixé sur la femme, s'assurant qu'elle ne bougerait même pas un cil jusqu'à ce qu'elle soit menottée. Lucas monta à l'arrière de l'ambulance. La porte claqua, isolant de la tempête, et le véhicule s'ébranla, luttant contre les routes verglacées en direction de l'hôpital général de Valvert. Le trajet fut un cauchemar de temps suspendu. Lucas tenait la main de Léo, la seule partie du garçon non couverte par des couvertures thermiques, et fixait le moniteur cardiaque. Bip bip bip. C'était trop rapide, un rythme frénétique d'un corps en détresse. Quand ils poussèrent le brancard de Léo dans les urgences, la transition de l'ambulance chaotique à l'hôpital stérile et lumineux fut brutale. Ils furent accueillis par une équipe de traumatologie dirigée par le docteur Sandrine Dubois. C'était une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux grisonnants tirés en un chignon sévère et des yeux qui semblaient avoir vu toutes les tragédies que la ville avait à offrir. Elle se déplaçait avec une précision chirurgicale calme qui tranchait avec la panique de la pièce. Protocole d'hypothermie, aboya le docteur Dubois aux infirmières. Préparez la couverture chauffante. Mettez en place une perfusion de liquide chaud. Il faut lui enlever ses vêtements mouillés immédiatement. Lucas se tenait dans le coin de la salle de traumatologie, le dos pressé contre le mur froid. Il se sentait comme un intrus dans la vie de son propre fils, impuissant à faire autre chose que regarder. « Gendarme, je dois vous demander de reculer », dit doucement une infirmière. « C'est mon fils », dit Lucas, la voix vide. « Je sais. Laissez-nous travailler. » Le docteur Dubois prit une paire de ciseaux médicaux robustes. La chemise est collée à la peau à cause de l'humidité et du froid. Nous la coupons. Snip. Le bruit des ciseaux coupant le tissu était sec et final. Le docteur Dubois coupa au centre du fin t-shirt trempé que portait Léo. Elle écarta soigneusement le tissu,
exposant la poitrine et les bras du garçon aux dures lumières fluorescentes. La pièce devint silencieuse. Le silence n'était pas le silence concentré des professionnels de la santé au travail. C'était le silence stupéfait de personnes assistant à quelque chose d'horrible. Le docteur Dubois cessa de bouger. Elle baissa les yeux sur le corps de Léo, puis leva lentement les yeux vers Lucas. Son expression passa d'un détachement professionnel à quelque chose de plus sombre, de plus douloureux. Lucas se décolla du mur. Il s'approcha du côté du brancard, ses jambes ayant l'impression de se mouvoir dans une eau profonde. « Quoi » demanda Lucas. « C'est des engelures ?»« C'est. » Puis il baissa les yeux. La peau sur le haut des bras, les épaules et les flancs de Léo n'étaient pas seulement pâles à cause du froid. C'était une toile de violence. Il y avait des ecchymoses, des dizaines. Elles étaient à différents stades de guérison. Certaines étaient d'un jaune verdâtre maladif, souvenir estompé de douleurs d'il y a une semaine ou deux. D'autres étaient d'un violet frais et colérique, s'épanouissant comme des fleurs sombres sur sa peau blanche comme du marbre. Lucas fixa, son cerveau refusant de traiter les données visuelles. Il était gendarme. Il avait vu des cas de maltraitance. Il savait à quoi ressemblait une chute. Il savait à quoi ressemblait un accident de cours de récréation. Ce n'étaient pas des accidents. Sur le biceps gauche de Léo, il y avait deux petites ecchymoses de forme ovale, parfaitement espacées. Des empreintes de doigts. Quelqu'un l'avait agrippé. L'avait agrippé assez fort pour rompre les capillaires profondément sous la peau. Sur ses côtes, il y avait une ecchymose plus sombre, plus méchante, une poussée, un choc contre le coin d'un bureau ou un cadre de porte. Et sur la peau douce de l'intérieur de son bras, il y avait de petites marques de pincement vicieuses, de minuscules croissants cruels où des ongles s'étaient enfoncés, conçus pour faire mal sans laisser une marque visible une fois habillé. « Oh, mon Dieu !» murmura Lucas. L'air quitta ses poumons, et il s'agrippa à la barre du lit pour ne pas s'effondrer. Le docteur Dubois continua son examen, son contact incroyablement doux maintenant. Elle fit pivoter le bras de Léo pour montrer l'arrière de son épaule. « Celles-ci sont défensives », dit tranquillement le docteur Dubois. Elle montra une ecchymose sur son avant-bras. Il a levé le bras pour protéger son visage ou sa tête. Et celles-ci, elle traça les marques de pincement, sont calculées. Elles sont infligées pour obtenir la soumission par la douleur. Lucas sentit la pièce tourner. Les pièces du puzzle qui flottaient dans son esprit toute la journée s'assemblèrent soudainement en une image si laide qu'il eut envie de vomir. Le sweat à capuche. Le sweat à capuche gris trop grand que Léo avait refusé d'enlever ce matin. Je pensais qu'il avait honte, pensa Lucas, la prise de conscience le frappant comme un coup physique dans le ventre. Je pensais qu'il avait honte d'être pauvre. Je pensais qu'il était gêné que je ne puisse pas lui acheter le costume d'elfe. Léo n'avait pas caché sa pauvreté. Il avait caché sa douleur. Il avait tressailli quand Lucas l'avait approché ce matin, non pas parce qu'il était difficile, mais parce qu'il était terrifié. Il était une carte de traumatismes ambulante, et il s'était enveloppé dans des couches de tissu pour empêcher son père de voir la géographie de sa souffrance. Il ne voulait pas que je le change, suffoqua Lucas. Des larmes se déversèrent enfin de ses paupières, chaudes et rapides. Ce matin, il a crié quand j'ai essayé de toucher son bras. Je me suis fâché contre lui. Je me suis impatienté. Le docteur Dubois regarda Lucas avec sympathie, mais elle n'offrit pas de fausses platitudes. Il vous protégeait, Lucas. Me protéger ? Lucas la regarda, perplexe. Les agresseurs utilisent souvent des menaces contre les proches de la victime pour assurer le silence, dit le docteur Dubois, la voix ferme. Si cette enseignante vous a menacé votre travail, votre liberté, Léo endurait n'importe quoi pour que cela n'arrive pas. Cacher les bleus était sa façon de vous garder en sécurité. Lucas se couvrit le visage de ses mains. Il glissa le long du brancard jusqu'à ce que ses genoux heurtent le sol en linoléum. Il s'agenouilla là, au milieu de la salle de traumatologie, en pleurant. Il était un protecteur. C'était son identité. Il portait un signe. Il portait une arme. Il faisait face aux criminels et marchait dans les tempêtes. Mais le mal n'était pas venu d'un étranger dans une ruelle sombre. Il était venu d'une femme en pull de Noël dans une salle de classe chaude, et il avait déposé son fils à sa porte chaque matin. Il avait échoué. Le poids de cet échec l'écrasait. Papa.
La voix était plus forte cette fois. La tête de Lucas se releva brusquement. Léo le regardait. Le masque à oxygène avait été remplacé par une canule nasale, laissant son visage visible. Ses yeux étaient groggy, lourds de sédatifs et de chaleur, mais ils étaient fixés sur Lucas. Lucas se releva en se hâtant, saisissant la main de Léo. Prudent. Si prudent maintenant pour éviter la perfusion et les ecchymoses. Je suis là, Léo. Je suis là. Lucas essuya le visage sur son épaule, essayant de se reprendre, mais ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Je suis tellement désolé, mon grand. Je ne savais pas. Je jure devant Dieu, je ne savais pas. Léo baissa les yeux sur ses bras exposés. Il vit les ecchymoses révélées au monde. Pendant une seconde, cette vieille peur vacilla dans ses yeux. La peur que le secret soit révélé, que la police vienne chercher son père. Mais ensuite, il regarda Lucas. Il vit les larmes. Il vit la dévastation. Léo, 6 ans et meurtri par le monde, fit quelque chose qui brisa Lucas et le reconstruisit en même temps. Il tendit la main libre. Ses doigts, encore roses des fluides de réchauffement, touchèrent la joue humide de Lucas. Il essuya une larme d'un pouce maladroit et doux. « Ne pleure pas, papa, » chuchota Léo. « Je t'ai laissé te faire mal, » sanglota Lucas. « Je suis censé être le héros. Je suis censé te sauver. » Léo secoua légèrement la tête contre l'oreiller. Un petit sourire fatigué effleura ses lèvres. « Tu es venu, » dit simplement Léo. « Tu es venu dans la neige. Tu as ouvert la porte. » Les yeux de Léo se fermèrent un instant, puis se rouvrirent, féroces de conviction. « Tu es mon héros, » chuchota Léo. « Tu m'as sauvé du froid. » Les mots restèrent en suspens dans l'air stérile de la chambre d'hôpital. « Tu m'as sauvé du froid. » Lucas regarda son fils. Il regarda les ecchymoses que Madame Lebrun avait faites. Il pensa à la cage psychologique qu'elle avait construite autour de l'esprit de ce garçon. Il pensa à la ligne que Léo avait trop peur de franchir. Quelque chose à l'intérieur de Lucas se durcit. La culpabilité ne disparut pas. Elle ne disparaîtrait jamais, mais elle se calcifia. Elle se transforma en armure. Il prit la main de Léo et embrassa les jointures juste au-dessus d'une ecchymose jaune qui s'estompait. « Oui, » dit Lucas. Sa voix ne tremblait plus. Elle était basse, profonde et dangereuse. « Je t'ai sauvé du froid, et maintenant je vais m'assurer que le froid ne te touchera plus jamais. » Il se leva. Il essuya la dernière larme de son visage. Quand il regarda le docteur Dubois, ses yeux étaient secs. « Docteur, » dit Lucas, « je veux que vous documentiez tout. Chaque égratignure, chaque ecchymose, chaque marque de pincement. Je veux des photos. Je veux des mesures. Je veux un rapport médical si détaillé qu'aucun avocat de la défense sur Terre ne pourra le démonter. » Le docteur Dubois hocha la tête, un air sombre d'approbation sur son visage. « J'ai déjà appelé le photographe médical. Nous allons faire un bilan squelettique complet pour vérifier les fractures. Nous allons construire une forteresse de preuves, gendarme. » « Bien, » dit Lucas. Il regarda de nouveau Léo, qui s'endormait dans un sommeil chaud et sûr. Lucas toucha son insigne. Il n'était plus seulement un père. Il était la loi. Et Madame Lebrun avait commis l'erreur fatale de déclarer la guerre aux deux. La chambre d'hôpital était chaude, un sanctuaire de murs beige et du bip rythmique des moniteurs, mais Lucas avait l'impression d'étouffer. Il se tenait au chevet du lit, regardant Léo dormir. Le garçon paraissait incroyablement petit dans le lit d'hôpital, ses bras meurtris reposant sur les draps blancs, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier et médicamenteux. Le docteur Dubois lui avait assuré que Léo était stable, que le protocole de réchauffement fonctionnait et qu'une assistante sociale était en route pour rester avec lui. Mais Lucas ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait pas se reposer. Son esprit était un moteur rugissant de procédures de gendarmerie et de rage paternelle. Il savait comment le système fonctionnait. Madame Lebrun était actuellement en garde à vue, oui, mais la garde à vue n'était pas une condamnation. C'était une enseignante titulaire avec un casier vierge et une bonne réputation dans la communauté. Sans preuve solide, son avocat dépeindrait cela comme un accident tragique, un malentendu, une punition qui a mal tourné, un enfant rebelle qui a refusé de rentrer. Il plaiderait que c'était la parole de Léo contre la sienne, et il démolirait son fils de 6 ans à la barre des témoins.
Lucas se pencha et embrassa le front de Léo. « Je reviens tout de suite, mon grand, murmura-t-il. Je vais m'assurer qu'elle ne fera plus jamais de mal à personne. » Il sortit de la chambre, ses bottes lourdes sur le linoléum. Duc attendait dans le couloir, assis au garde-à-vous près de la porte. Le chien se leva à l'approche de Lucas, sentant le changement d'énergie de son maître. La chaleur protectrice avait disparu. Le chasseur était de retour. « Au travail, Duc, dit Lucas. Le retour à l'école primaire de Valvert fut une bataille contre les éléments. La tempête ne s'était pas calmée. Si quoi que ce soit, le gel instantané s'était installé dans une épreuve d'endurance brutale et harassante. Les rues étaient vides, abandonnées par toute personne sensée. Quand Lucas entra dans le parking de l'école, la scène était fantomatique. Les lumières rouges et bleues de son véhicule se reflétaient sur les monticules de neige, créant des ombres dansantes qui ressemblaient à des spectres. Il appela la radio. « Centrale, ici unité 4 Alpha. Je suis de retour sur les lieux, je demande un technicien de la police scientifique, bien que je doute que quiconque puisse passer par ce temps. » Négatif 4 Alpha, crépita la voix du répartiteur. Toutes les unités sont clouées au sol ou en mission de sauvetage d'urgence uniquement. Vous êtes seul là-bas. Reçu. Lucas prit sa lourde lampe de poche et un appareil photo numérique de la boîte à gants. Il sortit dans le vent mordant, Duc sur ses talons. La cour était exactement comme il l'avait laissée, bien que la neige soit plus profonde maintenant, s'efforçant d'enterrer les péchés de l'après-midi. Lucas se dirigea vers l'angle mort où Léo avait été trouvé. Il prit des photos du coin, de l'absence d'abri, de la distance par rapport à la porte. Mais il savait que ce n'était pas suffisant. Ces photos ne prouvaient que l'endroit où Léo avait gelé, pas comment il était arrivé là. Il avait besoin d'yeux. Il avait besoin d'un témoin. Lucas tourna le dos au mur de briques et balaya la zone du regard. La cour de récréation était un paysage désolé de balançoires gelées et de toboggans enfouis. Le parking était principalement vide, à l'exception des voitures des enseignants, qui avaient probablement été déplacées ou étaient maintenant ensevelies. Son faisceau balaya le parking du personnel, puis la zone des visiteurs plus près de la clôture de la cour de récréation. La lumière capta un reflet. C'était faible, juste un éclat de métal sous une montagne de blanc. Lucas plissa les yeux. C'était une voiture, pas sur le parking principal, mais garée maladroitement le long du trottoir de la route d'accès, faisant directement face à l'entrée de la cour. Elle était profondément enfouie, presque impossible à distinguer d'une congère, suggérant qu'elle était là depuis avant que la tempête ne s'intensifie. Lucas y pataugea, la neige lui arrivant aux genoux. En s'approchant, il reconnut la forme. C'était une berline plus ancienne, une vieille Renault Clio. À en juger par les feux arrière, elle semblait morte, abandonnée. Mais alors que Lucas essuyait la neige du pare-brise, il vit une minuscule pulsation de lumière rythmique à l'intérieur. Clignote, clignote, une LED rouge sur le tableau de bord. Le cœur de Lucas battait à tout rompre. C'était une caméra embarquée. Et pas n'importe laquelle, elle était câblée en permanence. La lumière rouge signifiait qu'elle était en mode parking, une fonction qui maintient la caméra en veille jusqu'à ce qu'elle détecte un mouvement ou un impact, ou enregistre en accéléré à faible fréquence d'image. Si cette voiture était là tout l'après-midi, Lucas se déplaça à l'arrière du véhicule pour dégager la plaque d'immatriculation. Il attrapa sa radio. Centrale, vérifier une plaque. Besoin du propriétaire enregistré immédiatement. Un moment de grésillement. Le véhicule est enregistré au nom de Clara Dubois. Nous avons un numéro de contact dans nos fichiers suite à un précédent appel d'assistance routière. Mettez-la en ligne. Transférez-la maintenant. 30 secondes plus tard, une voix de femme ensommeillée et confuse crépita dans le combiné de Lucas. Clara Dubois était une mère célibataire et une infirmière qui travaillait de nuit à la maison de retraite voisine. Elle semblait épuisée et effrayée de recevoir un appel de la gendarmerie au milieu d'un blizzard. « Madame Dubois, ici le gendarme Lucas Cresten », dit Lucas, criant pour se faire entendre par-dessus le vent. « Je suis à côté de votre voiture à l'école primaire. »« Pourquoi est-elle ici ? » ?»« Oh mon Dieu, est-ce qu'on la remorque ?» demanda Clara, la panique dans la voix. « S'il vous plaît, gendarme. Ma batterie est morte quand je suis allé chercher ma nièce plus tôt. Le dépanneur a dit qu'il ne pourrait pas venir avant la fin de la tempête. J'ai dû rentrer à pied. S'il vous plaît,
ne me mettez pas d'amende. Je ne vais pas vous mettre d'amende, Clara, dit Lucas, la voix pressante. J'ai besoin de savoir quelque chose. Avez-vous une caméra embarquée? Oui, mon ex-mari l'a installée. Elle fonctionne sur la batterie, c'est probablement pour ça que la voiture est tombée en panne. J'ai besoin d'y accéder, dit Lucas, tout de suite. Un crime a été commis juste devant votre véhicule. J'ai besoin de votre permission pour ouvrir votre voiture. Un crime à l'école? Clara hésita, puis sentit la gravité dans sa voix. Oui. Oui, bien sûr. La clé, j'ai la clé. Mais attendez, le double. Il y a une boîte à clé magnétique dans le passage de roue arrière, côté conducteur. S'il vous plaît, ne cassez pas la vitre. Merci, Clara. Lucas tomba à genoux dans la neige. Il fouilla autour du passage de roue gelée, ses doigts non gantés brûlant alors qu'il cherchait la petite boîte en plastique. Clic, il la trouva. Lucas se leva, ses mains tremblant alors qu'il déverrouillait la portière du conducteur. La voiture gémit lorsqu'il l'ouvrit. L'intérieur était glacial, sentant le café rassis et le désodorisant à la vanille. La caméra embarquée était montée en haut du pare-brise. Lucas n'osa pas la débrancher, craignant de corrompre le fichier si la batterie était très faible. Il retira la carte SD du côté de l'appareil. Il retourna à son véhicule, abritant le minuscule morceau de plastique dans sa paume comme s'il s'agissait d'un diamant. Assis sur le siège conducteur de sa voiture de patrouille, Lucas inséra la carte SD dans son ordinateur portable renforcé. Il attendit, retenant son souffle pendant que l'ordinateur lisait le lecteur. Fichier trouvé. Il fit défiler jusqu'à l'horodatage, 14 heures. Juste au moment où l'alerte au gel instantané avait été émise, juste au moment où la fête commençait. Il cliqua sur lecture. La vidéo était granuleuse, filmée à travers un pare-brise qui accumulait lentement la neige, mais l'angle était parfait. Elle regardait droit vers la porte latérale de la classe de Madame Lebrun. La vidéo se déroulait en silence. À 14h05, la porte latérale s'ouvrit brusquement. Lucas se pencha vers l'écran, sa mâchoire se serrant si fort que ses dents lui faisaient mal. Madame Lebrun apparut. Elle ne se contentait pas de guider un élève dehors, elle le traînait. Elle tenait Léo par le haut du bras, le saisissant exactement là où se trouvaient les ecchymoses. Lucas regarda son fils trébucher, ses petits pieds glissant sur la glace qui se formait déjà sur le béton. Léo portait son sweat à capuche gris trop grand. Il avait l'air terrifié, essayant de se débattre, sa bouche bougeant dans une supplication que la caméra ne pouvait pas entendre. Madame Lebrun s'arrêta juste devant la porte. Elle dit quelque chose, son visage tordu dans un rictus. Elle pointa un doigt sur la poitrine de Léo, le piquant durement. Puis elle fit quelque chose qui fit arrêter la vidéo à Lucas et fermer les yeux une seconde pour se ressaisir. À l'écran, Madame Lebrun attrapa la capuche du sweatshirt de Léo. Elle tira d'un coup sec. Léo se débattit, essayant de s'y accrocher, mais il avait 6 ans et était mal nourri. Et elle était une femme adulte animée par la rage. Elle lui arracha le sweat. Elle le leva, le secouant devant son visage, puis le jeta à l'intérieur de la salle de classe. Léo fut laissé debout dans le vent mordant, vêtu seulement de son fin t-shirt. Il s'enroula immédiatement les bras autour de lui. Madame Lebrun se pencha. Elle se mit juste en face de Léo. Elle pointa le sol, puis le cadre de la porte. Elle fit un geste de hachoir avec sa main, le signe universel de « ne pas traverser ». Elle claqua la porte. La caméra trembla légèrement à cause du vent. À l'écran, Léo resta là. Il fit un pas vers la porte. Il tendit la main, ses doigts planant à quelques centimètres de la poignée. Lucas retint son souffle. « Ouvre-la, Léo. Ouvre-la. » Mais à l'écran, Léo s'arrêta. Il regarda la poignée, puis leva les yeux vers la fenêtre où Madame Lebrun était probablement en train de regarder. Il retira sa main comme si le métal était brûlant. Il recula. Il se retira dans le coin, dans l'angle mort. Juste au moment où la neige commençait à tomber plus lourdement, obscurcissant lentement l'objectif de la caméra embarquée jusqu'à ce que la vidéo se transforme en un flou blanc. Lucas arrêta la lecture. Le silence dans le véhicule était absolu. Il l'avait. Il avait l'agression, le traînage, le retrait des vêtements de protection par temps glacial, la menace,
l'emprisonnement psychologique. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas une punition. C'était de la torture. Lucas éjecta la carte SD. Il la plaça dans un sac à preuve, le scella et signa l'étiquette. Sa main était stable maintenant. La rage était toujours là, brûlant plus fort que jamais, mais la peur avait disparu. Il regarda Duc dans le rétroviseur. « On l'a eu, mon vieux, dit Lucas. On l'a eu pour de bon. » Il passa une vitesse. La tempête faisait toujours rage à l'extérieur, mais pour la première fois de la journée, Lucas voyait clairement le chemin à suivre. Il ne ramenait pas seulement Léo à la maison. Il ramenait la justice. La tempête avait enfin cessé. Le ciel au-dessus de Valvert était d'un violet contusionné, s'éclaircissant lentement pour révéler une lune qui brillait, froide et dure, sur la ville ensevelie. Les routes avaient été déneigées juste assez pour permettre la circulation des secours, mais le parking de la mairie de Valvert était plein. Les nouvelles voyageaient plus vite que le vent dans une petite ville. La rumeur qu'un enfant avait failli mourir de froid à l'école primaire et qu'un gendarme avait défoncé la porte pour le sauver avait enflammé la communauté. La réunion d'urgence du conseil d'administration de l'école, initialement convoquée pour discuter des dégâts de la tempête, s'était transformée en tribunal. À l'intérieur de la salle polyvalente, l'air était épais d'une odeur de laine mouillée et de sueur nerveuse. Au centre de la scène, assis derrière une longue table recouverte d'une nappe verte, se trouvait le conseil d'administration de l'école. Parmi eux se trouvait le directeur Stéphane Martin, un homme chauve avec un tic nerveux à l'œil gauche et un costume trop ample. Il ressemblait à un homme essayant de retenir un raz-de-marée avec un gobelet en carton. Mais le centre de l'attention était la femme assise sur une chaise pliante à droite du podium. Madame Lebrun avait troqué son pull de Noël à sequins contre un modeste cardigan gris et serré un mouchoir. Ses yeux étaient rougis. Sa posture affaissée dans une performance de fragilité presque digne d'un Oscar. Je me soucie tellement de ces enfants, sanglota Madame Lebrun dans le microphone, la voix tremblante. Léo est un garçon perturbé. J'ai essayé si fort de l'atteindre. Quand il est devenu violent en classe, quand il a commencé à jeter des objets, j'ai dû protéger les autres élèves. Je l'ai envoyé dans le coin de punition dans la cour pour qu'il se calme. C'était une décision prise dans le feu de l'action. Je n'avais aucune idée que la température chuterait si vite. C'était un accident tragique. Un murmure parcourut la foule de parents. Certains semblaient sceptiques, mais d'autres hochaient la tête. Madame Lebrun avait enseigné à la moitié de la ville. C'était une institution. Il était difficile de croire qu'elle était un monstre. Il a refusé de rentrer, continua Madame Lebrun, s'essuyant les yeux. J'ai déverrouillé la porte. Je l'ai supplié. Mais c'est un enfant rebelle. Il voulait me punir en restant dehors. Il a des problèmes émotionnels profonds dus à sa vie de famille instable. Le directeur Martin se pencha vers son micro. Merci, Madame Lebrun. Nous comprenons la difficulté de la situation. Nous sommes simplement reconnaissants que le garçon se rétablisse. Peut-être pouvons-nous passer à « bang ». Les doubles portes au fond de la salle ne s'ouvrirent pas. Elles furent projetées avec une force qui fit trembler les charnières. Toutes les têtes de la salle se tournèrent. Lucas se tenait dans l'embrasure. Il était dans son uniforme de cérémonie complet. Le bleu marine impeccable, l'insigne d'argent brillant sous les néons. Il ne portait pas de manteau. Il n'en avait pas besoin. Le froid qui émanait de lui était interne. À ses côtés, Duc se tenait comme une statue sculptée dans l'ombre. Le berger allemand portait son gilet de police. Les lettres jaunes, K9, se détachaient sur le nylon noir. Gendarme Cresten, balbutia le directeur Martin en se levant. C'est une session à huis clos concernant des questions de personnel. Vous ne pouvez pas être ici. Lucas ne répondit pas. Il descendit l'allée centrale. Il se déplaçait avec une cadence lourde et rythmée. Duc le suivait parfaitement, les griffes du chien cliquant sur le linoléum. La foule s'écarta comme la mer Rouge, les parents rentrant leurs genoux au passage du duo. J'ai dit que vous ne pouviez pas être ici. La voix de Martin monta jusqu'à un couinement. Sécurité. Le vieux gardien de sécurité près de la scène regarda Lucas, puis le chien-loup, et décida sagement d'inspecter ses chaussures. Lucas arriva à l'avant de la salle. Il ne regarda pas le conseil.
Il ne regarda pas le directeur. Il regarda droit vers Madame Lebrun. Les fausses larmes de l'enseignante séchèrent instantanément. Elle fixa Lucas avec le regard d'un animal piégé, ses jointures blanches là où elle agrippait le mouchoir. Lucas s'arrêta au podium. Il prit le câble reliant l'ordinateur portable à l'immense écran de projection derrière la scène. « Vous n'avez aucun droit », siffla Madame Lebrun en se levant. « C'est du harcèlement. Je vais poursuivre la gendarmerie. »« Asseyez-vous », dit Lucas. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. L'ordre était absolu. Duc laissa échapper un grognement bas et grondant qui fit vibrer le plancher. Madame Lebrun s'assit. Lucas brancha son téléphone au système. « Vous avez dit que c'était un accident », dit Lucas, sa voix amplifiée par le microphone, résonnant dans la salle silencieuse. « Vous avez dit qu'il était violent. Vous avez dit qu'il a refusé de rentrer. » Il regarda la mère de visage. « Parents, enseignants, voisins. Vous avez dit que mon fils a choisi de geler. » Lucas tapota l'écran de son téléphone. L'immense écran derrière la scène s'anima. Les images granuleuses et horodatées de la caméra embarquée de Clara Dubois apparurent. La salle devint mortellement silencieuse. À l'écran, la porte latérale de la salle de classe s'ouvrit brusquement. Le public regarda Madame Lebrun traîner un garçon de 6 ans par le bras. Ils virent Léo trébucher. Ils le virent la regarder, terrifié. Puis vint le moment qui coupa le souffle de la salle. Sur l'écran immense, haut de 3 mètres, Madame Lebrun attrapa la capuche du sweatshirt gris de Léo. Elle tira violemment. La tête de Léo fut projetée en arrière. Elle arracha le vêtement de son petit corps, le laissant enfin t-shirt alors que la neige tourbillonnait autour de lui. Un halètement collectif, sonnant comme un coup physique, frappa la pièce. « Oh mon Dieu !» murmura une mère au premier rang, se couvrant la bouche. La vidéo continua. Madame Lebrun jeta le sweat à l'intérieur. Elle se mit en face de Léo. Elle pointa le sol. Elle fit le geste de hachoir, la ligne de la loi. Elle claqua la porte. Puis le crève-cœur. Le public regarda Léo tendre la main vers la poignée. Ils virent sa petite main gelée planer au-dessus. Ils le virent regarder la fenêtre, terrifié par la femme à l'intérieur, et ils le virent retirer sa main. Ils le regardèrent se retirer dans le coin pour mourir parce qu'il avait trop peur de désobéir. Lucas mit la vidéo en pause sur l'image de Léo, recroquevillé dans la neige. Il débrancha le téléphone. Le silence dans la salle n'était plus lourd. Il était volatile. C'était le silence d'une foule réalisant qu'on lui avait menti. Le directeur Martin était retombé sur sa chaise, le visage couleur de cendre. Madame Monique Lambert, la présidente du conseil d'administration, une femme formidable d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier, se leva lentement. Elle regarda Madame Lebrun avec une expression de pur dégoût. « Valérie, » dit Madame Lambert, la voix tremblante de rage. « Vous êtes renvoyée. » Avec effet immédiat. « C'est ça a l'air pire que ça ne l'est », hurla Madame Lebrun en se levant, renversant sa chaise. « L'angle. Vous ne pouvez pas entendre l'audio. » Il était, Madame Lebrun, interrompit Lucas. Il s'éloigna du podium. Il marcha vers elle, sortant une paire de menottes en acier de sa ceinture. Le métal cliqua alors qu'il les ouvrait. « Valérie Lebrun, » dit Lucas, sa voix résonnant comme une cloche. « Vous êtes en état d'arrestation. » Madame Lebrun recula, heurtant la table. « Non, non, vous ne pouvez pas. Je suis une enseignante. Je suis un pilier de cette communauté. Vous avez le droit de garder le silence, » récita Lucas en lui saisissant le poignet. Il ne la traita pas avec douceur, mais il ne la traîna pas. Il la fit pivoter avec une efficacité professionnelle. Clic, clic. Le son des menottes se verrouillant fut le son le plus satisfaisant que Valvert ait entendu depuis des années. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal, continua Lucas, en serrant les menottes. Vous êtes accusé de mise en danger de la vie d'autrui, de violence volontaire ayant entraîné des blessures et de séquestration de mineurs. Il la fit pivoter de nouveau pour faire face à la foule. Madame Lebrun regarda le public. Elle chercha de la sympathie. Elle chercha du soutien. Elle n'en trouva aucun. Les parents se levaient. Certains criaient. D'autres pleuraient.
L'illusion de l'éducatrice bienveillante avait été brisée, remplacée par la réalité de la femme qui avait déshabillé un enfant dans un blizzard. « Sortez-la d'ici !» cria quelqu'un. « Monstre !» cria une autre voix. Lucas confia Madame Lebrun à 2 gendarmes en uniforme qui étaient entrés par le côté de la scène. Alors qu'il l'emmenait, elle pleurait. De vraies larmelets d'une narcissique qui a finalement perdu le contrôle. Lucas ne la regarda pas partir. Il se tourna vers l'entrée latérale de la salle où se trouvait la rampe pour fauteuil roulant. Là, assis dans un fauteuil roulant, enveloppé dans 3 couches de couverture, se trouvait Léo. Il était pâle. Il avait l'air épuisé. Une ligne de perfusion était toujours collée au dos de sa main, et une infirmière se tenait derrière lui, mais ses yeux étaient ouverts. Il avait tout vu. Léo regarda la chaise vide où Madame Lebrun s'était assise. Il regarda la porte par où elle avait été traînée, menottée. Pendant des mois, cette femme avait été le monstre sous son lit. Elle avait été la voix lui disant qu'il ne valait rien, la figure d'autorité lui disant que son père irait en prison s'il parlait. Elle avait été un dieu de son petit monde terrifiant. Et maintenant, elle était partie. Lucas s'approcha du fauteuil roulant. Il s'agenouilla sur un genou, ignorant les centaines de personnes qui regardaient, ignorant les flashs des appareils photos de la presse qui avaient commencé à crépiter. Duc trottina et posa doucement sa tête sur les genoux de Léo. « Tu as vu, mon grand ?» demanda doucement Lucas. Léo hocha la tête. Il tendit la main et toucha les oreilles de Duc. « Est-ce qu'elle va revenir ?» demanda Léo. « Non, » dit fermement Lucas. « Jamais. Elle ne pourra plus jamais te faire de mal. Elle ne pourra plus jamais faire de mal à personne. Les méchants ne gagnent pas, Léo. Pas dans cette famille. » Léo regarda son père. La peur qui avait habité ses yeux depuis si longtemps, l'ombre qui apparaissait à chaque fois qu'il tressaillait, à chaque fois qu'il cachait ses bras, s'estompait. Elle n'avait pas complètement disparu. Le traumatisme prend du temps, mais la terreur immédiate était brisée. Un petit sourire, sincère et courageux, effleura le coin de la bouche de Léo. « Tu as attrapé le méchant, papa » chuchota Léo. « Comme à la télé. »« Ouais » dit Lucas, la voix épaisse. « Comme à la télé. » Lucas se leva et prit les poignées du fauteuil roulant. « Rentrons à la maison, mon fils, dit-il. C'est le réveillon de Noël. » Alors que Lucas poussait Léo dans l'allée, Duc marchant fièrement à leur côté, la salle éclata. Cela commença par une personne qui applaudissait, puis une autre. En quelques secondes, toute la salle était debout. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était une ovation tonitruante, un mur de son honorant le petit garçon qui avait survécu au froid et le père qui avait abattu le monde pour le sauver. Lucas ne s'arrêta pas. Il traversa les applaudissements la tête haute, sortant son fils du tribunal de l'opinion publique pour le ramener dans la chaleur où il appartenait. Le trajet du retour fut calme, mais ce n'était plus le silence oppressant et solitaire qui avait rempli le véhicule de Lucas au début de sa garde. C'était un silence paisible, le genre de silence qui s'installe sur le monde après la fin d'une guerre. La tempête était passée, laissant Valvert enseveli sous 60 cm de neige blanche, immaculée et scintillante. Le ciel au-dessus était clair, un vaste dôme de velours indigo parsemé d'étoiles qui semblaient assez vives pour être touchées. Léo dormait sur le siège passager, enveloppé dans une épaisse couverture de laine que Lucas gardait dans le coffre. Sa respiration était profonde et régulière, le râle terrifiant de l'après-midi remplacé par le doux rythme de l'épuisement. Duc était allongé sur la banquette arrière, le menton posé sur ses pattes, ses yeux ambrés observant la nuque de Léo avec une dévotion sans faille. Lucas conduisait lentement, naviguant sur les rues déneigées. Son téléphone, posé sur la console, avait enfin cessé de vibrer. Le procureur de la République avait appelé personnellement pour confirmer l'incarcération de Madame Lebrun. Elle était dans une cellule de garde à vue, sa demande de libération sous caution refusée en raison de la gravité des charges et du risque de fuite. Sa carrière était terminée. Son règne de terreur était de l'histoire ancienne. La bataille juridique serait longue, mais les preuves que Lucas avait obtenues ou le rapport médical, les témoignages et la vidéo accablante formaient une cage de fer dont elle ne s'échapperait jamais. Lucas tourna dans sa rue. Il sentit une pointe d'anxiété. Il n'avait pas eu le temps de décorer. Il n'avait pas eu le temps d'acheter un sapin. Il avait promis un Noël à Léo, mais l'appartement HLM.
Où il retournait était froid, sombre et vide. « Je suis désolé, mon grand, murmura Lucas au garçon endormi. Ce n'est pas un grand réveillon de Noël. Puis il tourna au coin de la rue. Lucas freina brusquement. Le véhicule glissa de quelques centimètres sur la neige tassée avant de s'arrêter. Son immeuble, habituellement un bloc de briques ternes, brillait. Il y avait des véhicules de gendarmerie garés le long du trottoir. 6, 7, peut-être 8 d'entre eux. Mais leurs gyrophares ne clignotaient pas en signe d'alarme. Au lieu de cela, ils étaient garés en une phalange protectrice. Et debout sur la pelouse avant se trouvait une douzaine de personnes en manteaux épais. Lucas cligna des yeux, se demandant s'il n'hallucinait pas de fatigue. La porte d'entrée de son immeuble s'ouvrit et le sergent Nicolas Moreau sortit. Moreau était un ours d'homme, 50 ans, avec une moustache qui ressemblait à un balai-brosse et un cœur que la rumeur disait être en guimauve, bien qu'il le cachât bien derrière un extérieur bourru. Il tenait une guirlande de rallonge. À côté de lui se trouvait l'officière Manon Girard, une recrue fraîchement sortie de l'école, à peine 22 ans, avec une énergie débordante et un bonnet rouge vif enfoncé sur ses oreilles. Elle tenait un thermos et dirigeait la circulation sur la pelouse. Lucas baissa la vitre. « Sergent, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Moreau s'approcha, ses bottes craquant dans la neige. Il se pencha, un sourire fendant son visage buriné. « Le central a entendu dire que tu ramenais le VIP à la maison, » dit Moreau, sa voix grondant comme un moteur diesel. « On s'est dit que le gamin avait eu une dure journée. On ne voulait pas qu'il rentre dans une maison sombre. »« Vous n'auriez pas dû, » commença Lucas, la gorge serrée. « La ferme, Cresten, » dit doucement Moreau. « Gare la voiture. Le chocolat chaud va refroidir. » Lucas se gara. Il contourna la voiture du côté passager et secoua doucement l'épaule de Léo. « Léo, réveille-toi, mon grand. On est à la maison. » Léo s'agita, se frottant les yeux. Il avait l'air confus, désorienté par les lumières vives à l'extérieur. Lucas le détacha et le sortit de la voiture, le portant vers la maison. Alors qu'ils entraient sur la pelouse, le groupe de gendarmes, l'équipe de Lucas, ses partenaires, ses frères et sœurs d'armes se mit à applaudir. Ce n'étaient pas les acclamations bruyantes et rauques de la mairie. C'étaient des applaudissements doux et respectueux. « Bienvenue à la maison, héros », dit l'officière Girard, rayonnante. Léo enfouit son visage dans le cou de Lucas, timide, mais souriant. Lucas le porta à l'intérieur, et s'il pensait que l'extérieur était une surprise, l'intérieur était un miracle. Son salon avait été transformé. L'odeur le frappa en premier. Pain frais, cannelle et fumée de bois. Dans le coin où se trouvait autrefois un fauteuil vide, se dressait un immense sapin de Noël, une variété d'épicéas, qui touchait presque le plafond. Il était décoré d'ornements que Lucas reconnut. Certains provenaient clairement des propres collections de ses collègues. Un assortiment de boules de verre, de soldats de bois et de guirlandes qui semblait pourtant parfait. Un feu crépitait joyeusement dans la petite cheminée. « Pose-le. »« Laisse-le voir », insista Girard. Lucas posa Léo sur ses pieds. Le garçon resta là, la bouche ouverte, les yeux écarquillés, reflétant les lumières scintillantes du sapin. Il toucha le tissu doux du fauteuil comme pour vérifier s'il était réel. « C'est pour nous ?» chuchota Léo. « Absolument, gamin, » dit le sergent Moreau en s'avançant. Il tenait une grande boîte emballée dans du papier rouge brillant. Le Père Noël a eu une escorte de gendarmerie ce soir. Il a déposé ça en avance. Léo regarda Lucas pour avoir la permission. Lucas hocha la tête, incapable de parler. Léo s'assit sur le tapis et déchira le papier. À l'intérieur se trouvait un manteau. Ce n'était pas un vêtement de seconde main. Il ne venait pas d'une friperie. C'était une parka d'hiver haute performance et très résistante, d'un bleu vif avec une capuche doublée de fourrure, une isolation épaisse et une doublure imperméable. C'était un manteau conçu pour survivre à une expédition arctique. « Essaie-le » dit Girard. Lucas aida Léo à y glisser ses bras. Il était un peu grand, de la place pour grandir, mais il avait l'air chaud. Il avait l'air sûr. Léo le remonta jusqu'au menton. Il se serra dans ses bras, sentant l'épaisseur du matériau. Pour la première fois depuis des mois, il n'avait pas l'air fragile. Il avait l'air protégé. « Et une dernière chose, » dit Moreau,
tendant à Léo un paquet plus petit et plus souple. Léo l'ouvrit. C'était un costume d'elfe, mais ce n'était pas celui en feutre bon marché du magasin Discount. C'était une version de luxe avec des culottes de velours, un chapeau à grelots et des chaussures recourbées. Léo rit. C'était un son pur, cristallin, qui balaya le dernier écho persistant de la tempête. Je pourrais être un elfe l'année prochaine, rayonna Léo. Je serai le meilleur des elfes. Tu es le meilleur des elfes en ce moment même, dit Lucas en lui ébouriffant les cheveux. Puis, le sergent Moreau s'éclaircit la gorge et regarda Duc, qui était entré et reniflait le sapin. On n'a pas oublié le partenaire, dit Moreau. Il s'agenouilla. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. À l'intérieur se trouvait une médaille en argent brillant en forme d'écusson. Elle était gravée des mots « Duc, prix de la bravoure, unité canine ». Duc, dit formellement Moreau. Garde à vous. Duc s'assit. Le torse bombé. Moreau attacha la médaille au collier de Duc. Elle tressauta contre ses autres médailles. Bon chien, murmura Moreau en grattant Duc derrière les oreilles. Tu l'as trouvé. Bon chien. Duc remua la queue, un battement lent et lourd contre le plancher, acceptant l'honneur avec la dignité d'un vétéran. Les gendarmes restèrent 1 heure, buvant du chocolat chaud et mangeant de la pizza que quelqu'un avait commandée. Ils remplirent l'appartement vide de rire et de bruit, chassant les fantômes de la solitude qui avaient hanté Lucas et Léo pendant 2 ans. Ils étaient la famille en bleu, présents non seulement dans les moments difficiles, mais aussi pour s'assurer que les bons moments arrivent. Finalement, ils partirent, tapant sur l'épaule de Lucas, ébouriffant les cheveux de Léo, retournant à leur propre famille ou dans les rues glacées pour terminer leur service. Quand la porte se referma sur le dernier d'entre eux, l'appartement redevint silencieux, mais c'était un silence chaleureux. Le feu se mourait en braise rougeoyante. Les lumières du sapin projetaient une douce lueur multicolore sur les murs. Léo était assis près du sapin, portant toujours son nouveau manteau parce qu'il refusait de l'enlever. Il avait l'air heureux, mais ses paupières tombaient. Au lit, Léo, dit doucement Lucas. On a oublié quelque chose, marmonna Léo. Il regarda le sommet du sapin. Il était nu. On n'a pas oublié, dit Lucas. Il plongea la main dans la poche de poitrine de sa chemise d'uniforme. Il en sortit un livre, son manuel de procédure de la gendarmerie. Il l'ouvrit avec précaution. Pressé entre les pages, séchée et aplatie, se trouvait l'étoile. Elle était toujours grise. Elle était toujours faite de papier journal et de surligneurs. Les taches d'eau de la neige avaient créé des motifs abstraits sur le papier, comme des cartes d'un monde étrange. Elle n'était pas brillante. Elle n'était pas parfaite. Lucas l'attendit. Léo la regarda. Son visage se décomposa légèrement. Elle est toute froissée, chuchota Léo. Elle n'est pas jolie comme les autres, papa. Peut-être qu'on ne devrait pas la mettre. On dirait une ordure. Les mots de Madame Lebrun résonnaient encore dans sa tête. Lucas s'agenouilla. Il prit les mains de Léo et y plaça l'étoile. Regarde-moi, dit Lucas avec ferveur. Léo leva les yeux. Cette étoile a survécu à une tempête de neige, dit Lucas. Elle a survécu au vent. Elle a survécu à la neige. Elle était dans ta main quand tu te battais contre le froid. Elle est forte, Léo. Tout comme toi. Lucas toucha le bord rugueux du papier. Les choses brillantes sont faciles à acheter, continua Lucas. N'importe qui peut acheter une boule de verre. Mais ça a été fait avec amour, et ça a survécu à la tempête. Ça la rend meilleure que jolie. Ça la rend réelle. Léo baissa les yeux sur l'étoile. Il traça les lignes de surligneur. Il la voyait maintenant à travers les yeux de son père, non pas comme une ordure, mais comme une survivante. D'accord, hocha la tête Léo. Lucas se leva et prit Léo dans ses bras. Il le souleva très haut vers le plafond, vers le sommet de l'immense sapin. Léo tendit la main. Sa petite main, sortant de la manche de l'épaisse parka bleue, plaça l'étoile en papier sur la plus haute branche. Elle ne scintillait pas. Elle ne brillait pas. Mais sur le vert foncé du pin, illuminé par les lumières en dessous, elle se détachait fièrement. Un insigne d'honneur gris et résistant veillant sur la pièce. Elle est belle, chuchota Léo. Et cette fois, il le croyait. Elle l'est,
dit Lucas en embrassant le front de Léo. C'est la plus belle étoile que j'ai jamais vue. Tout comme toi. Lucas baissa Léo, mais il ne le reposa pas. Il le serra fort contre sa poitrine. Duc s'approcha et appuya son poids lourd contre les jambes de Lucas, complétant le cercle. Dehors, le vent hurla de nouveau, rappelant que l'hiver était toujours là. Mais à l'intérieur, entouré de l'odeur de pain et de la chaleur du feu, tenant son fils qui était revenu de si loin, Lucas savait que le froid ne pouvait plus les atteindre. « Joyeux Noël, Léo » murmura Lucas dans les cheveux de son fils. « Joyeux Noël, papa » murmura Léo, ses yeux se fermant enfin, en sécurité dans les bras de son père. « Joyeux Noël, Duc » La tempête était terminée. La famille était entière, et l'étoile au sommet du sapin brillait plus fort que n'importe quel diamant, les guidant vers un avenir où aucune porte ne leur serait jamais plus fermée. Cette histoire nous rappelle que la véritable autorité ne consiste pas à inspirer la peur, mais à offrir une protection. Les enfants comme Léo portent souvent des fardeaux bien trop lourds pour leurs petites épaules, cachant leur douleur pour protéger ceux qu'ils aiment. Elle nous apprend à regarder de plus près, à écouter non seulement ce que les enfants disent, mais aussi ce qu'ils ont trop peur de dire. Comme l'étoile en papier sur le sapin, la vraie valeur ne se trouve pas dans la perfection ou le coup, mais dans la résilience. Même les plus meurtris et brisés d'entre nous peuvent briller le plus fort lorsqu'on leur donne de l'amour, de la sécurité et une chance de guérir. Si le courage de Léo et l'amour de Lucas ont touché votre cœur aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et partager cette histoire avec vos amis et votre famille pour répandre le message qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter le froid seul. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire de justice, d'espoir et du lien indéfectible de la famille. Père Céleste, nous te demandons aujourd'hui de placer une haie de protection autour de chaque foyer représenté ici. Protège nos enfants et nos proches des tempêtes de la vie. Donne-nous les yeux pour voir les blessures cachées des autres et le courage d'être ceux qui ouvrent la porte et les amènent dans la chaleur. Que ta justice prévale dans nos vies. Et que ton amour soit le feu qui nous garde en sécurité à travers chaque hiver. Si vous croyez que Dieu est notre refuge et notre protecteur ultime, veuillez taper « Amen » dans les commentaires pour réclamer cette bénédiction pour votre famille aujourd'hui.